Nous commençons le troisième volet de cette série de conférences ici à Shawinigan, une ville industrielle sur la rivière Saint-Maurice. Vous voyez un magnifique boulevard urbain qui suit cette rivière, qui sert de promenade pour piétons, de sentier pour cyclistes et comme élégant chemin, à sens unique, pour des voitures. Cette avenue au bord de l'eau s'appelle la promenade du Saint-Maurice, et contre toute attente, on l'a créée pendant une période d'extrême difficulté sociale, la Grande Dépression ou crise économique des années 1930. Cette période de crise a inspiré les gouvernements à travers le Canada, à tous les niveaux, à construire des œuvres civiques diverses, ouvertes au grand public, afin de créer des emplois et de combattre le chômage. Il s'agissait souvent des projets d'architecture de paysage, dont cette splendide promenade qui commence à un grand parc urbain et qui suit son trajet jusqu'au centre-ville de Shawinigan. La promenade est accoutée par une balustrade continue, construite en béton et ponctuée par des unités d'éclairage de style traditionnel, et aussi par des arbres pour donner de l'ombre et des belvédères qui s'ouvrent vers de belles perspectives sur la rivière. Lorsqu'elle arrivait au centre-ville, la promenade était surplombée par une élégante terrasse au niveau supérieur et elle intégrait le mémorial de la Première Guerre mondiale. On remarque que la rivière était pleine de billots de bois coupés en amont. Cet usage continuait jusqu'aux années 1990. On voit aussi que la promenade était un lieu favorisé pour les activités sociales des jeunes résidents de Shawinigan. Dans d'autres villes, 3 des grands jardins botaniques du Canada étaient réalisés aux années 1930 dans le cadre des projets anti-chômage. Le premier était celui de Montréal, dont vous voyez ici la belle perspective florale qui se voit à partir de l'édifice principal. Subventionné par le gouvernement du Québec, le Jardin botanique de Montréal doit son existence à 2 personnes remarquables. Son fondateur-directeur, le frère Marie-Victorin, biologiste de renom et auteur du célèbre ouvrage Flore laurentienne, et Henri Teuscher, architecte paysagiste d'origine allemande, qui a conçu le plan directeur du jardin et qui a guidé chaque étape de son développement jusqu'aux années 1960. Voici un des premiers secteurs du jardin dont la construction et plantation ont débuté aux années 30. On voit aussi le processus de construction qui, comme plusieurs des projets de cette ère, se réalisait à la pelle et au cheval afin d'offrir le maximum d'opportunités pour les sans-emploi. Ici, on regarde vers l'édifice principal, un trésor de l'art déco. Grâce à la grande qualité de son design et l'ampleur et cohérence de ses divers jardins individuels et de ses collections, ce jardin est reconnu parmi les meilleurs jardins botaniques au monde et comme lieu historique du Canada. Comme était aussi le Jardin botanique royal à Hamilton, Ontario, originalement établi dans une carrière abandonnée. Voici la troisième de ces jardins botaniques créés pendant la crise économique. Il s'agit du Parc international de la paix, qui enjambe la frontière entre le Canada et les États-Unis au Manitoba et au Dakota du Nord. L'axe central du parc, que vous voyez ici, se situe exactement sur la frontière. Les gens de cette période portaient tellement d'enthousiasme pour ce projet inspirant que, même dans ce coin lointain de l'Ouest, ils ont créé un immense embouteillage de trafic lors de la journée d'ouverture du Parc de la Paix en 1932. Des jardins d'un autre genre aidaient des résidents urbains en difficulté économique. Il s'agissait de jardins communautaires. C'étaient des terres municipales ouvertes aux citoyens pour qu'ils cultivent des légumes et se nourrissent bien malgré le manque d'emploi. Des associations de volontaires organisaient ces programmes à Montréal, dans la Mauricie et dans d'autres régions partout au pays. Il y avait plus de 1000 jardins de ce genre dans la seule ville de Shawinigan. À part des jardins botaniques et communautaires, un grand nombre d'autres projets civiques et travaux d'infrastructures publiques ont vu le jour dans le cadre du combat contre le chômage.
comme l'aménagement du campus de la University of Western Ontario, disposé sur les deux côtés de la rivière Tamise à London, Ontario, par l'architecte paysagiste Gordon Cullum. Cullum a localisé les édifices de style gothique collégial sur des sites élevés afin d'exploiter les perspectives sur le couloir boisé de la rivière. Pendant les années 1930, les architectes paysagistes travaillant dans le sud de l'Ontario se sont réunis en 1934 afin de créer un nouveau regroupement, l'Association des architectes paysagistes du Canada, la Canadian Society of Landscape Architects. Bientôt, les 9 membres fondateurs étaient rejoints par plusieurs collègues d'Ottawa et de Québec et plus tard de l'Ouest canadien. Aujourd'hui, cet organisme professionnel représente des milliers d'architectes paysagistes à travers le pays. Les projets de cette période étaient souvent parrainés par des mécènes venant du secteur public ainsi que du secteur privé. Un des plus remarquables de ces personnes était Thomas B. McQuestion, d'abord commissaire des parcs de Hamilton, en Ontario, et ensuite ministre provincial de la voirie. McQuestion est aussi devenu président de la Commission des parcs du Niagara. Il héritait la responsabilité de cette ressource spectaculaire ainsi que du site avoisinant, le parc de la Reine Victoria, aménagé en 1888. À ce legs déjà important, McQuestion a ajouté une série de nouvelles réalisations pendant les années 30. Le Niagara Parkway, boulevard scénique le long de la rivière, le pont arc-en-ciel entre le Canada et les États-Unis, et la construction du Oaks Garden Theatre adjacent aux chutes qu'on voit ici à droite. Complété en 1937, le jardin théâtre était financé par Sir Harry Oakes, un mécène privé qui était propriétaire de la mine d'or le plus productif du Canada. Les architectes paysagistes étaient Laurie Alfreda et Howard Dunnington Grubb, ou aussi membres fondateurs de l'AAPC. Ils ont conçu le design du théâtre dans un style inspiré par la Renaissance italienne et d'autres périodes historiques. Un nombre frappant de ces projets étaient construits à Montréal et beaucoup d'entre eux étaient conçus par la même personne, Frederick Todd, l'architecte paysagiste qui a mené la profession au Canada de 1900 à 1948. C'est lui qui a conçu le lac aux castors, élément signature du parc de Mont-Royal, encore réalisé grâce à des subventions du gouvernement du Québec. On se rappelle que le concepteur original de ce magnifique parc était Frederick Law Olmsted, fondateur de la profession en Amérique. Dans son plan de 1877, Olmsted a localisé un grand bassin à un endroit central occupé par un ancien marécage. Todd a situé son lac au même endroit que Olmsted, son ancien employeur, l'avait prévu 7 décennies avant. En faisant des excavations pour le lac, il devenait évident qu'il s'agissait d'un ancien étang de castors dont le nom lac aux castors. Les riches sols excavés étaient transportés au Jardin botanique de Montréal, alors en construction, pour améliorer la fertilité de ce site, un ancien dépotoir municipal. On voit quand même une grande différence entre le design du lac de Todd et celui d'Olmsted. La configuration de ce dernier était symétrique et formelle, typique du 19e siècle. En contraste, le design de Todd était asymétrique et informel, ressemblant plus à une amibe ou à un lac naturel. Il s'agissait peut-être d'une expression hâtive, pour le Canada, du nouvel esprit d'un modernisme, mouvement mondial en design, qui rejetait l'historicisme et cherchait des nouvelles formes, très différent du jardin théâtre Oaks aux chutes Niagara. Le premier, et pendant longtemps le seul livre sur le paysage moderne, Gardens in the Modern Landscape, publié en Angleterre en 1938, est rédigé par un Canadien, Christopher Tunnard, né à Victoria en Colombie-Britannique. Tunnard a étudié chez la Royal Horticultural Society en Angleterre et est resté à Londres après sa scolarité. Il a créé des jardins résidentiels qui sont devenus des icônes du paysage moderne. Son livre a défini le modernisme par la simplicité et l'abstraction dans les formes,
une emphase sur la fonctionnalité, l'importance sociale et l'inspiration esthétique de la peinture et de la sculpture abstraite. Todd était aussi actif dans l'autre grand parc de Montréal, le parc de l'île Sainte-Hélène au milieu du fleuve Saint-Laurent, en face de la ville centrale. Un lieu populaire de récréation pour les résidents de la ville depuis son acquisition en 1870, ce parc était quand même difficile d'accès, dépendant sur les traversières. Jusqu'en 1930, quand le pont Jacques-Cartier est terminé, ce qui ouvrait le parc à un grand nombre de nouveaux utilisateurs. Ces nouveaux usagers créaient la demande pour de nouveaux équipements et services, et Frederick Todd était choisi pour planifier ce réaménagement majeur. Voici le plan général de son design. À noter, le nord se situe vers le dessus de ce plan. Parmi les nouvelles composantes du parc ajoutées à cette époque, le Tour de Levis est le plus visible. C'était un château d'eau moderne et non pas une fortification ancienne, mais c'était construit avec des pierres breccia natives de l'île. La lagune conçue par Todd est un élément thématique central du parc. La lagune se draine par une cascade surmontée d'un simple pont en acier. Le plan de Todd envisageait une plage de baignade comme équipement de récréation importante. Précurseur de l'éventuelle plage Jean Doré, une plage de baignade était partiellement réalisée et beaucoup appréciée aux années 30. Dans la cité-jardin de Maisonneuve, dans l'est de Montréal, c'est encore Todd qui entreprend l'aménagement du boulevard Morgan, un artère clé qui mène d'un parc municipal vers le monumental marché de Maisonneuve. Après avoir terminé ses études en architecture de paysage à l'Université Cornell en 1938, Louis Perron était tout de suite engagé pour un projet phare dans la ville de Québec, à l'intérieur des plaines d'Abraham, le jardin Jeanne d'Arc. Perron, membre d'une famille d'horticulteurs, a créé une mise en scène resplendissante autour d'une statue de l'héroïne d'Orléans, dont de deux Américains, dont la sculpteur. Le design de Perron constitue, dans ses propres mots, un jardin floral à l'anglais, arrangé à l'intérieur d'une composition formelle à la française. Les parcs nationaux ont aussi profité des fonds publics pendant les années 1930 pour se doter de nouveaux équipements et édifices. Les projets de cette ère ont donné au parc un cachet esthétique particulier qui dure encore aujourd'hui. Comme on voit ici à l'entrée est du parc national Mont Riding au Manitoba, l'architecture et les aménagements suivaient un style rustique utilisant la pierre locale, des billots de bois ronds et du bois massif carré afin de créer un aspect visuel dit naturel. Plusieurs nouveaux parcs nationaux étaient créés pendant cette décennie, surtout dans les provinces maritimes et aux prairies. La plage Cavendish à l'île du Prince-Édouard en faisait partie. Un terrain de golf y était aménagé, équipement presque obligatoire dans les parcs de cette époque. C'était en effet l'âge d'or du design des terrains de golf au Canada. Le doyen des architectes de golf, Stanley F. Thompson de Toronto, a conçu une série de ses parcours aux parcs nationaux de Jasper en Alberta aux Green Gables qu'on vient de voir. Thompson a su intégrer les formes et les détails de ses parcours à ceux du grand paysage environnant. Ici, au parcours Highland Links, dans le parc du Cap-Breton, il entre dans le rythme des montagnes qui occupent tout l'horizon. Encore dans le monde des sports, la construction des stades de baseball à Trois-Rivières et à Québec, promue personnellement par le premier ministre du Québec à l'époque, Maurice Duplessis, un grand fan de baseball, comme projet anti-chômage, accueille toujours des équipes professionnelles 85 ans plus tard. Pendant un bref moment, aux années 1920 et 1930, les ponts, comme le pont Broadway ici à Saskatoon, sont devenus des monuments civiques aussi bien que des ouvrages fonctionnels. Souvent construits explicitement pour créer des emplois, les ponts de cette période doivent leur design magistral à une génération d'ingénieurs, d'architectes et d'architectes paysagistes visionnaires. Un des meilleurs exemples
et le pont à haut niveau de l'entrée nord-ouest de Hamilton, Ontario, une des composantes du plan de Thomas B. McQuestion pour transformer sa ville. L'architecte John Lyle et les architectes paysagistes Borgstrom et Carver ont appuyé l'ingénieur E.M. Proctor afin de concevoir ce pont dramatique. Le plus spectaculaire des ponts de cette ère est sans doute le pont Lionsgate, par sa forme élégante et sa position stratégique entre le parc Stanley à Vancouver et les banlieues de la côte nord. Tout le trafic maritime destiné au port de Vancouver passe au-dessus de ce pont, conçu par le spécialiste dans le design des ponts en suspension, l'ingénieur Philip Prattley de Montréal. La promenade du Mauricie nous offre un beau témoignage de ses impacts continus. Aux années 1930, 8 décennies dans le passé, elle a accueilli des activités sociales de son ère. Et encore très récemment, elle a bien encadré la célébration des finissants de l'école secondaire locale. Nous voici de retour à la promenade du Saint-Maurice à Shawinigan. En terminant, je voudrais juste souligner comment ces projets inspirés ont toujours un impact positif sur notre vie civique et la beauté de nos paysages. Merci beaucoup. Cette conférence est fondée sur une série de présentations PowerPoint que j'ai données à travers le pays en 2014 suite à la publication de mon livre Architecture de paysage du Canada. Vous pouvez acheter le livre chez les éditeurs, les presses de l'Université de Montréal et la McGill Queen's University Press. J'ai reçu un appui formidable de l'AAPC et de la Fondation d'architecture de paysage du Canada pour le livre, ainsi que pour les conférences à travers le pays. J'aimerais encore une fois leur exprimer mon appréciation. Merci beaucoup et à la prochaine.